J'ai demandé à ma petite sœur de 15 ans si elle le pouvait, est-ce qu'elle irait voter, et elle m'a répondu un non catégorique parce que son opinion ne servirait à rien. En fait, elle n'est pas la seule. Les jeunes de moins de 24 ans ne vont pas tant voter que ça. Selon Statistique Canada, 50% des jeunes ne vont pas voter en bas de 24 ans. C'est énorme, là, c'est une personne sur deux. Ce qui fait que on peut se demander pourquoi les jeunes ne vont pas voter, puis qu'est-ce qui pourrait les motiver à aller voter, parce que c'est quand même un droit qu'on a. C'est une liberté d'expression. On va le réitérer dans le podcast à quel point c'est important. Puis à quel point on peut avoir un impact plus grand que ce qu'on pense. Le fédéral, ça peut paraître super gros, super lointain, mais puis ça peut aussi paraître déconnecté parfois, mais il y a plein de petites choses et de grandes choses qu'on peut faire, et c'est ce que Marie-Ève Leclerc de Équiterre va nous jaser. Et vraiment, là, j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer sur le vif. J'y ai écrit cette semaine sur un élan, puis elle a été super généreuse. On s'est rencontrés, elle a répondu à toutes mes questions, puis le but ultime de ça, c'était de promouvoir la plateforme que, que Véro Vert a sorti mercredi, ce qui est un tableau comparatif des partis. En fait, Véro Vert, c'est 22 OBNL, puis ce tableau comparatif, ils ont proposé une trentaine de demandes environnementales aux partis, et chacun était invité à répondre sa position à la demande. Est-ce que c'est en vigueur dans son plan? Est-ce que c'est en démarche de l'être? Est-ce que il y a l'objectif que ça le devienne? Est-ce que non, pas du tout? Puis après, il était invité aussi à justifier sa position. C'est comme on en discute dans le podcast, c'est complètement pluriel. D'abord, il y a des partis qui n'ont pas répondu, conservateurs, et il y a aussi un parti qui a pas compris le devoir qui était derrière, qui a pas compris consciemment ou inconsciemment, ça, ils le disent pas, tu sais, mais ils ont pas répondu à l'appel comme le demandait la procédure. Ils ont écrit une lettre sans répondre à l'outil démocratique, sans se prêter au jeu démocratique. Puis après, ben, il y en a certains qui décrivaient avec détail leurs propositions, puis il y en a d'autres qui répondaient que des petites réponses simples. Fait que c'est juste pour dire que vous avez accès à cet outil-là. Ça va être en description. Le lien en fluorescent, highlighté en jaune, en gras, italique. Ce lien-là, vous pouvez le consulter. Il est gratuit, à votre disposition. Gracieuseté de vos OBNL locaux. Merci, bonne nuit. Et on continue de jaser comme on jasait, là. OK. Voilà. Mais c'est ça, dans mon cours d'éthique, justement, la dernière note qu'on a jasée, c'était est-ce que parce qu'il a donné exactement cette nouvelle-là, je pense que c'est la presse qui l'a mis, ou Radio-Canada, que c'est dans la 8e... Oui, la 8e priorité Ouais, des Canadiens. Des Canadiens, c'est ça, l'environnement. Puis il était comme, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis là, ça prenait le pouls de la classe, puis... il a apporté le questionnement de est-ce que nos systèmes politiques sont adaptés à la crise climatique? T'sais, c'est tellement des morts de cours, 4 ans. T'sais, est-ce que c'est pas nos politiciens les problèmes, mais le système en tant que tel qui est adapté à un problème qui est à long terme? T'sais. Ouais. Fait que là, on est sorti de la classe, c'est notre dernier cours, puis on n'a plus d'outils. Mais c'était ça a amorcé une réflexion. Ouais. Ben, je pense que poser la question, c'est y répondre. Ouais. Notre système est clairement brisé, en fait, d'élections aux 4 ans, ce qui fait que leur objectif, c'est de gagner dans 4 ans. Donc, de gagner politiquement. La crise climatique, elle, c'est pas politique, là. C'est la nature qui suit son propre cycle, en fait. Puis, les politiciens ont une courte vision de 4 ans. Puis, dans les 3 premières années, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ou ce qu'ils ont promis. Puis la dernière année, bien, souvent, ils sont beaucoup plus dans les cadeaux pour l'objectif, c'est de se faire réélire. Fait qu'ils sont pas... Très peu sont là pour le long terme. Il y en a qui sont là, évidemment, pour le long terme, mais malheureusement, le système autant de 4 ans que aussi d'opposition puis de ligne de parti, moi, je trouve que ça nous brime aussi beaucoup dans notre système politique.
parce qu'ils sont obligés de suivre ce que le chef veut faire. Puis tu perds un peu l'essence. Tu peux perdre l'essence des gens qui sont là, qui sont là pour représenter. En fait, puis il y en a beaucoup qui vont avec leur conviction. Si tu es dans l'opposition, tu arrives à peut-être moins faire passer tes idées. Puis l'opposition aussi, l'opposition est là par opposition. C'est assez rare que l'opposition va être en faveur des idées du gouvernement. Et donc, il y a là aussi, moi, je trouve qu'il y a une brisure dans notre système qui permet moins, en fait, de collaborer ensemble. Évidemment, les gouvernements collaborent avec l'opposition, là, ça, on ne le voit pas. C'est pas ceux qui est à la télévision. Ils ont un rôle aussi, ils ont un spectacle parfois à donner. Mais il y en a certains qui collaborent ensemble, puis c'est les meilleurs projets de loi, c'est les meilleures lois. Et tout ça, ça dépend du bon vouloir de chacun des partis politiques, là, du gouvernement qui est en place. C'est vrai, ça, c'est un très bon point de juste le nommer dans la sémantique du terme, de dire que c'est en opposition. C'est pas tu sais, les meilleures solutions, c'est souvent par un consensus de « Hey, c'est quoi nos valeurs communes? » Puis comment on peut trouver une solution compromis, tu sais, qui vaut aux deux, puis qui fonctionne, puis qu'on peut construire ça ensemble, comme une coévolution, comme on a vu en biologie. C'est vrai que le terme opposition fait vraiment hey, moi je suis pas d'accord, puis OK, ben c'est quoi le milieu, tu sais. C'est vrai. Hey, Puis, tu sais, ça, je l'ai réalisé. Mon premier pas en politique, parce que je suis pas en politique, mais mon premier intérêt, ça a été de participer au Parlement jeunesse. Il y a un certain temps, là, puis ça fait très longtemps que ça existe, le Parlement jeunesse. Mais dans le Parlement jeunesse, tu es un député, tu joues le rôle. Tu es vraiment à l'Assemblée nationale. Donc, c'est le Parlement jeunesse du Québec, tu es à l'Assemblée nationale pendant 5 jours et tu vas débattre de projets de loi, mais tu n'as pas de ligne de parti. Tu es juste assis du côté du gouvernement ou de l'opposition juste parce que ça prend des sièges. Mais le moment le plus difficile qu'on a trouvé, c'est lorsque il y a une séance où là, tu dois jouer le jeu d'être dans ta ligne de parti. Donc, si tu es le gouvernement, tu défends telle idée. Si tu es l'opposition, tu vas être contre cette idée-là. Et parfois, en tant que, justement, selon tes valeurs, ton vécu, tu es en faveur, même si c'est dans l'opposition, tu es en faveur d'une proposition du gouvernement, mais tu es obligé de jouer le rôle de l'opposition, donc tu vas trouver des défauts. Puis j'ai trouvé ça le rôle le plus difficile à jouer. C'est là que je me suis rendu compte que c'est vraiment pas facile. C'est pas simple, le rôle d'élu. Tu as tout plein de forces là, qui viennent de l'extérieur. Tu as aussi tes valeurs, ton background et tout. Mais c'est là que ça m'a comme sauté aux yeux, la distinction entre l'opposition puis le gouvernement. Mais les meilleurs gouvernements, c'est ceux qui travaillent ensemble. Puis probablement pas les gouvernements les plus majoritaires, parce que là, on le constate en ce moment. Les gouvernements qui sont majoritaires n'ont pas besoin de travailler avec les oppositions, avec les autres partis. Ils peuvent passer des bâillons, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ça, je trouve ça un peu dangereux comme ça. Malgré que Libéral a fait une alliance avec NPD à la dernière... Oui, au niveau fédéral. Au niveau fédéral, oui. Les libéraux étaient minoritaires. Oui, c'est vrai. Quand ils ont gagné. Alors là, pour être capable de gouverner, ils ont fait une alliance avec le NPD. Et le NPD, lui, a forcé des mesures de santé, des mesures dentaires, etc., ce qui n'était pas dans le programme des libéraux initialement. Fait que ça a été une coalition qui a presque fait l'ensemble du mandat, là, qui a quand même traversé la pandémie, etc. Puis là, bon, c'est parce que le premier ministre... le chef du NPD a cassé l'entente à 1 an des élections. C'est pour ça qu'on se retrouve dans une élection qui est avant terme, on va dire, là, parce que normalement, ça on dirait que ça m'inspire la question de c'est quoi le rôle de l'État dans l'environnement, tu sais? Quand on dit justement que c'est si difficile d'être un élu, quand on dit que justement le système politique est peut-être mésadapté aux problèmes, tu sais, environnementaux, c'est quoi le rôle de l'État dans la crise climatique? Puis j'imagine que là, on a parlé des limites, mais est-ce que l'État a un rôle à jouer? En ce moment, j'ai l'impression que, en tout cas, de ma génération, ce que j'entends, c'est qu'on se sent déconnecté un peu de ce qui se passe en haut puis de ce qui se passe en bas. Là. Puis on parle beaucoup de bottom-up, là, tu sais, que finalement, on se sent abandonné par l'État, fait qu'on va faire nos propres affaires. Mais
il y a quand même, tu sais, c'est quoi le rôle de l'État dans l'environnement? C'est comme ça ma question. Bien, il y a plusieurs rôles. Déjà, les accords internationaux, c'est le gouvernement fédéral qui doit signer ça. T'sais, tout ce qui est l'accord de Paris, c'est les États qui doivent le signer. C'est pas les provinces, c'est pas les municipalités. Les provinces et les municipalités vont devoir emboîter le pas une fois que c'est signé. Parce que là, il y a des cibles, fait qu'on veut les atteindre. Donc, une fois que tu signes des cibles, surtout avec des accords internationaux, tu es redevable, en quelque sorte, à... Il n'y a pas de loi, là. Tu n'es pas obligé, mais tu es obligé au sens de... Tu as signé un accord international. Il faut que tu rencontres tes objectifs, parce que c'est comme une pression un peu positive, on va dire, des autres États. Donc, il y a au niveau des changements climatiques, il y a des grandes avancées qui sont possibles. Hein. Tu t'en souviendras pas parce que tu étais beaucoup trop jeune, mais moi, j'ai commencé comme ça quand j'avais 13 ans. J'avais 8 ans, 13 ans, c'est la couche d'ozone, la crise de la couche d'ozone, le trou dans la couche d'ozone, les pluies acides qui détruisaient nos érablières, etc. ici. Et là, les gouvernements, même le Canada a pris le leadership de ça avec des traités internationaux pour réduire les CFC, tout ce qui était dommageable pour la couche d'ozone, puis les pluies acides, arrêter des usines qui produisaient du soufre, etc. Et on a réussi, en fait. C'est parce qu'on s'est tous mis ensemble. Fait que c'est possible quand les gens de bonne volonté se mettent tous ensemble et adressent un problème qui est mondial. Donc, ça se peut. C'est pour ça qu'on sait que la crise climatique, si on s'y met tous, on est capable de l'atténuer. On est capable, chacun doit faire plus que sa part. Puis nous, les pays développés, on a une grande part de responsabilité. Puis c'est là qu'il va falloir serrer un peu pour encadrer ça. Parce qu'on peut bien croire dans la bonne volonté des petits gestes des citoyens. C'est vrai. Puis ça en prend des petits gestes, mais il faut que ton petit geste soit accessible. Si tu veux prendre le transport en commun, si tu veux pas prendre ta voiture ou réduire tes émissions de gaz à effet de serre, 43% au Québec viennent des émissions des voitures, et tu as bien beau vouloir pas utiliser de voiture, mais si tu n'as pas de système de transport en commun efficace, abordable, qui est rapide, etc., bien, tu peux pas le faire. Donc, et ça, c'est les gouvernements, c'est les paliers de gouvernement supérieurs. C'est le fédéral qui doit financer au provincial. Évidemment, c'est les municipalités, etc., ou les villes qui doivent le demander, le mettre en place. Mais en haut, il y a des approbations, il y a du financement aussi qui vient. Le transport en commun, toute la réglementation sur les embarcations sur les lacs, sur la qualité de l'eau, sur le fleuve, sur le transport, sur les produits de consommation. On parle de recul. Il y a là, dans les enjeux qui sont discutés ou qui ont été faits, c'est les plastiques à usage unique. Bien, tout ça, c'est réglementé par le fédéral. Les pesticides sont réglementés par le fédéral. Alors, il y a des paliers municipaux qui peuvent, par exemple, le glyphosate, les municipalités peuvent mettre en place des lois qui interdisent le glyphosate, ce qu'on appelle le Roundup, qui tue à peu près toute plante. Mais il y a des paliers supérieurs qui peuvent aussi réglementer tout ça. L'aviation, c'est réglementé par le fédéral, etc. OK. Donc, là, tu as parlé de mobilité durable, de transport en commun. Puis ça, je me souviens que le Bloc avait dit que c'était... il ne pouvait pas commenter là-dessus. En tant que fédéral, tu pouvais financer, mais comment on organise nos villes, c'était provincial. Oui. Donc, en fait, ce que c'est que le fédéral fournit ses enveloppes budgétaires en fonction des demandes des provinces. Oui. Puis que le fédéral, lui, il y a un peu l'emblème symbolique aussi, il représente le Canada. Il a signé ça. Il y a une pression morale, mais plus symbolique aussi, de pousser là-dedans. Mais n'empêche, il y a beaucoup de contradictions aussi, là, l'accord de Paris qui est de diminuer nos émissions de GES, on les diminue en faisant des actions compensatoires, mais on continue de, je pense que c'est juste le Parti québécois qui n'est pas associé au lobbyisme ou à la compagnie pétrolière, c'est ça que j'ai lu. Je pense que c'est le seul Parti québécois qui n'est pas associé
à des compagnies pétrolières. Je pense que c'est ça que j'ai lu dans le document. Tu veux dire financés par des compagnies pétrolières? Oui, qui n'ont pas de relation. Ou, je trouvais, là, mais... C'est possible, c'est possible. Il y a des politiciens qui ont soit travaillé ou qui ont été lobbyistes pour des compagnies pétrolières. Là. Entre autres, en Alberta, la première ministre était une ancienne lobbyiste du pétrole. Fait que ça existe, là, ce qu'on appelle des fois des portes tournantes, là, en fait, là, où ils partent du gouvernement, puis après ça, ils vont travailler pour le privé, puis ils connaissent un peu tout le rouage politique. Ça existe, évidemment, ça existe. Mais, c'est ça, ça existe de la corruption, des gens qui viennent avec des intérêts à faire avancer. Il y a quelques environnementalistes qui sont dans les partis politiques ou qui, là, à tout le moins, sont soit candidats. En ce moment, ils sont candidats. Il y en a qui ont déjà été élus. Puis il y en a d'autres. Et tu sais, ça va prendre des gens qui se préoccupent de la crise environnementale. Ça va en prendre partout. Ça en prend autant au pouvoir que ça en prend des dentistes, des coiffeuses, que ça prend des gens qui sont en urbanisme, que ça prend des agriculteurs, autres. Ça prend tout le monde qui va se préoccuper de cette cause-là parce que tout le monde a un impact. Ouais. Des architectes aussi, tout dépend de comment tu vas aménager tes villes, tu vas aménager tes bâtiments, est-ce que tu vas verdir. Tout ça, ça va influencer notre vie au quotidien. Donc, ça va influencer les gestes qu'on peut poser aussi pour réduire son empreinte individuelle. Parce que c'est la structure, c'est ta ville que tu as mis en place. C'est la façon de se transporter, de se nourrir, etc. Je vois le côté mobilité citoyenne en toi, là. Oui, c'est ça. Mais justement, dans ce contexte-là d'élection, toi, tu fais de la vulgarisation, dans le but de promouvoir le vote, j'imagine, parce que c'est quoi tes plus grandes préoccupations par rapport à cette élection-là? À l'élection fédérale? Ouais. Bien, moi, en fait, je suis chargée de projet en mobilisation citoyenne chez Équiterre. Mobilisation, là, c'est aider les gens à passer à l'action. Essentiellement, là, c'est ça que c'est, tu sais, faire quelque chose. Ouais. Donc, moi, je viens outiller les citoyens. Puis, lorsqu'il y a une campagne électorale, c'est un moment où les partis veulent gagner. Donc, ils vont promettre des choses, des engagements. Ils vont prendre des engagements. Puis après ça, s'ils gagnent, il y a fort probablement plusieurs chances, là, les pourcentages sont assez hauts, qui vont mettre en place leurs promesses. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la pression sur les candidats et les candidates, les chefs de tous les partis politiques, parce qu'on est non-partisans. Fait qu'on met de la pression pour ce que l'on veut, donc de l'ambition. Qu'est-ce qu'on veut? Que ce soit sur la mobilité, les changements climatiques, la protection de l'eau pour le fédéral, les pesticides, la même chose. La consommation, je parlais des produits à usage unique, etc. Tout ça. Fait qu'on met de la pression sur le politique. On a nous-mêmes notre propre programme, nos demandes politiques. On va auprès des partis et voici ce que l'on demande. Voici que là, on s'est regroupés. Le nom de la coalition, c'est Vire au vert. Il y a 22 des grandes organisations environnementales au Québec. Donc, on met de la pression politique, mais ça ne prend pas juste de la pression politique. Il faut... Parce que le politique, là, il veut gagner. Puis comment il gagne? Avec des votes. Puis des votes, c'est des citoyens. Donc, nous, on travaille avec les citoyens pour les convaincre que l'environnement, ça touche leur quotidien. Ça touche leur bien-être, ça touche leur santé, ça touche leur portefeuille. Comment est-ce que ça touche leur portefeuille? Bien, si tu dois t'acheter une voiture versus prendre le transport collectif ou encore avec les assurances qui augmentent à cause des catastrophes climatiques, bien évidemment, ça augmente le coût de la vie, tout ça. Fait qu'on travaille avec les citoyens. On travaille avec le politique, on travaille avec les citoyens. Et là, en ce moment, notre préoccupation pour les élections fédérales, c'est qu'il y a 35 % des électeurs qui ne vont pas voter. Et chez les jeunes, c'est pire, c'est 50 %. C'est énorme. Alors que les décisions qui vont être prises dans les 4 prochaines années vont avoir des influences dans 25, 30 ans. Ça influence, tu vas avoir 50 ans, 55. Ah, plus tard. Voilà, fait que les décisions qui sont prises maintenant, c'est pour la génération actuelle qui est là. Il faut arrêter de parler de nos enfants. C'est maintenant qu'il faut prendre des bonnes décisions. Parce que tout se prend du temps à se mettre en place. Autant mettre un pipeline qu'autant développer de l'énergie renouvelable, qu'autant développer des systèmes de transport collectif ou adapter nos villes. Tout ça, ça prend du temps, mais ça prend de la volonté politique au départ. Fait que moi, je travaille avec les citoyens.
premièrement, pour qu'ils aillent voter. Moi, ce que je veux, c'est que les gens aillent voter, puis je veux qu'ils fassent un vote éclairé. Donc, on a posé des questions aux partis politiques, et là, ils nous ont répondu, et c'est ça qu'on publie, et qu'on dit aux citoyens, pour faire un vote éclairé en fonction de vos valeurs, voyez c'est quoi les engagements des partis politiques, puis le plus possible, votez en fonction de vos valeurs, mais au moins, va voter. Il faut que tu ailles t'exprimer. Ouais. C'est une super belle plateforme. J'ai vraiment apprécié lire tous les commentaires de chaque parti. D'ailleurs, on peut voir aussi que Conservateur n'a pas répondu. Que, en fait, vous avez essayé d'entrer en contact avec Conservateur à maintes reprises. Ils n'ont pas répondu. Puis, Libéral, moi, j'ai trouvé ça spécial, la façon qu'ils ont répondu, avec la longue lettre, qui ne répondait pas spécifiquement à vos demandes. Ouais. Je ne sais pas comment ça a été accueilli de votre côté. Je ne sais pas si vous pouvez vous-même vous prononcer là-dessus. Là. Oui. Mais, ouais. On remercie les 3 partis qui se sont pliés au jeu, en fait, qui ont fait ce questionnaire-là, qui est encore là non partisan, puis c'est un outil démocratique. Ouais. Donc, ils ont rempli question 1, oui, non, ou en partie, je m'engage à mettre en place cette demande-là. Ceux qui ne l'ont pas fait, évidemment, c'est que ça ne permet pas aux citoyens d'avoir l'heure juste. En ne répondant pas au questionnaire, évidemment, on espère que les conservateurs vont répondre. Ils ont jusqu'au 27, on va l'espérer, le 27 avril pour y répondre. On est toujours ouvert à connaître c'est quoi leurs engagements environnementaux. Pour l'instant, on l'a vu un peu dans les débats, on n'a pas la même vision de comment on doit adresser les changements climatiques. Puis pour le Parti libéral, effectivement, merci d'avoir répondu, sauf que l'exercice n'aide pas vraiment les citoyens à se faire une idée concrète. Ils doivent encore là fouiller, décortiquer, puis interpréter ce qui est derrière, en fait, parce que ça reste un peu flou. Puis nous, ce qu'on voulait avec l'exercice, c'est de réduire le plus possible le flou. Vous engagez-vous, oui ou non, d'ici telle date, à mettre en place telle chose. C'est assez simple. Mais malheureusement, on doit vivre, en fait, avec ça. Les partis politiques ont tous un agenda politique. On essaie de s'insérer dans leur agenda politique pour mettre de la pression. Puis après ça, c'est leur décision. Puis après ça, c'est la décision des électeurs de choisir, en fait. C'est toutes des stratégies politiques, tout ça. Oui, je l'ai bien ressenti. Puis même que, je trouvais ça beau, là, ce qu'il disait dans la lettre. Sauf qu'à un certain moment, je trouvais ça hypocrite. Il disait qu'il voulait se dire transparent, mais tu n'es pas transparent si tu décides pas de te prêter à ce jeu démocratique. Mais ça, c'est mon ressenti. Puis j'ai trouvé quand même qu'il y avait une disparité dans la façon les 3 partis ont répondu. Oui. Tu sais, Parti vert, j'ai trouvé ça... d'abord, je l'ai lu sans les nuances, sans les interprétations. Puis j'ai vu que Parti vert était dans beaucoup de « en partie ». Puis j'ai fait « Parti vert qui est sa ligne directrice et son plan environnemental, puis qui est en partie par rapport à vos critères qui sont... » Vous aviez dit de base, je crois, dans la façon que vous le décriviez. Oui, mais c'est de l'ambition, en fait, là. Mais c'était chiffré, il y avait des dates, etc., pour certaines propositions. Oui. Fait que c'est là que le « en partie », c'est on leur permet d'apporter des nuances. Est-ce que c'est d'ici 2035 ou c'est 2050? Ça dépend de ce que nous, on demande, puis ça dépend, eux, de leur engagement. Fait que c'est pour ça qu'on leur offre la possibilité de nuancer, d'apporter plus de contenu sur les demandes. Oui, d'où la pertinence de « j'ai aimé lire les nuances ». Puis après, j'ai vu que NPD a répondu à oui à beaucoup d'affaires, à part une, puis qu'il a répondu, il a apporté aucune nuance sur rien. Fait que là, je me suis dit, hey, est-ce qu'il a dit oui dans le vide ou il a vraiment ça ses plans? Ça m'a pas non plus, en tant qu'électeur, éclairé sur c'est quoi ces lignes. Il faudra que j'aille voir dans son plan que c'est pas beaucoup de monde nous ont donné accès à leur plan en ce moment. Là. Non, c'est pas tout le monde que les plateformes électorales sont pas toutes sorties. Puis il y en a qui jouent le jeu d'effriter tranquillement à la volée une déclaration par jour. Et là, ça, c'est compliqué pour les électeurs parce qu'on sait pas... C'est pas vrai que les électeurs ont le temps de suivre tous les points de presse des politiciens, là, puis des annonces. Et ça c'est problématique. Parce que moi, je pense justement que la campagne électorale devrait avoir au moins « voici mon jeu », puis après ça, va essayer de gagner des points en dévoilant ton jeu. C'est pas ça. C'est pas ça qui se passe, puis
souvent, ben, on se fait déjà notre propre opinion au départ, mais là, il peut y avoir des annonces à la fin, ou encore, hein, on n'a pas leur cadre financier. En ce moment, on n'a aucune idée de toutes leurs promesses. Est-ce que c'est réaliste? Oui. Ça, on va le savoir en fin de semaine. Ils l'ont promis, là, on est le 18 avril. Il y a déjà du monde qui ont voté. Il y a des gens, le vote par anticipation commence aujourd'hui. On en a pour 4 jours, tout le week-end de Pâques. Et le vote officiel, c'est dans 10 jours. Et on ne sait pas si ça se tient financièrement à leurs promesses. C'est bien beau, là, mais l'argent, ça ne tombe pas des arbres. Hein? Ou, en tout cas, ça tombe plus des arbres. Oui. Puis ça, c'est particulier. Puis, tu sais, en tant qu'électeur, je sais pas, j'ai l'impression que, justement, il y a tellement de flaws, je sais pas, de choses qu'on peut critiquer de comment ça se passe, que j'ai l'impression que c'est en partie ça qui décourage une grande partie de ma génération de « Hey, c'est comme s'ils se foutaient de notre gueule. Comment tu veux qu'on prenne ça au sérieux? » Puis j'ai vraiment de la difficulté à... Tu sais, parce que moi, je crois profondément au bottom-up, puis j'ai vraiment moi, j'ai été votée, puis je promeus beaucoup le vote, mais j'ai quand même de la difficulté à argumenter sur le fait que, hey, c'est important le vote parce que ton vote va avoir de l'influence, parce que le parti va te prendre au sérieux, puis ça va avoir une retombée. J'ai de la difficulté vraiment à y croire. Je le promeux parce que je dis, il faut que tu votes pour... parce que il faut que tu sois représenté, puis que... Tu sais, on veut pas non plus d'un gouvernement qui va à l'encontre complètement, puis qui, là, en 2 secondes, comme il se passe aux États-Unis, en 2 secondes, dit à sa merci, moi, je fais tout en fonction de mes intérêts. Donc, on a ce pouvoir, et c'est un privilège et un droit. Puis c'est ça que je défends quand j'en parle, mais j'ai vraiment de la difficulté à croire au fait que ça va avoir un impact ce qui se passe en haut, là, après. Oui. Je comprends tout à fait ton cynisme. Hein. Moi aussi, j'ai des phases assez cyniques de qu'est-ce qu'on... Tu sais, on se fait promettre des choses, puis après ça, ben, on se retrouve avec le contraire, tu sais. Je partage tout à fait ça. Je pense que le vote est important. Ça fait partie d'un moment, en fait, ou une activité de mobilisation que tu peux faire. Puis il ne faut pas juste attendre aux 4 ans pour s'exprimer. Hein. On peut s'exprimer de toutes sortes de manières, on peut y revenir. Mais pour le vote, oui, c'est un droit, puis on peut le perdre à tout moment. Et ça fait pas très longtemps que les femmes ont le droit de vote. Hein? Puis quand tu n'as pas le droit de vote, tu peux pas t'exprimer. Tu peux pas dire, là, on a la chance, puis on a la chance de le faire, on devrait le prendre. Et il y a des circonscriptions où c'est très chaud entre le premier candidat et le deuxième candidat. Et ça fait une différence. On va le voir, les partis politiques prennent le pouls de ces circonscriptions-là et vont essayer de savoir, mais qu'est-ce qu'ils veulent là? Parce que leur objectif, c'est de gagner. Fait que les gens qui restent chez eux, ils vont quand même subir la politique. Ils ne seront pas exprimés. Alors que si tu vas voter, il y a des chances que tu changes la couleur de ta circonscription. Et tout ça, ben, c'est un vote de plus à la Chambre des communes. Et là, tu peux appeler ton parti. Tu peux toujours appeler ton candidat, tes candidates, n'importe quand. Ben, tes candidats, tu peux les appeler. Hein? Même en ce moment, tu peux les appeler. Moi, je l'ai fait, puis j'ai reçu un appel d'un candidat. Parce que j'ai dit, moi, je suis pas d'accord avec ce qui est dans votre plateforme. Et puis ça, tu peux le dire, en fait. Puis après ça, ben, s'ils sont élus, ben là, encore plus, là, c'est tes représentants. Fait que là, en tant que citoyen de la circonscription, ils vont t'écouter. Ils ont beaucoup plus de chances de t'écouter toi que d'écouter ceux qui sont à l'extérieur de la circonscription parce qu'eux autres, ils votent pas pour toi. Et ça vraiment, là, quand les gens ils s'expriment, là, qui appellent au bureau de leurs députés, qui écrivent des lettres, qui vont les rencontrer, les députés savent qu'il y a des centaines de personnes qui pensent la même chose, mais qui n'auront pas fait l'effort parce que oui, ça demande un effort, ça demande du temps, c'est confrontant d'aller discuter d'idées avec son candidat, ses élus, mais il faut le faire. Il faut le faire dans un respect des idées. Puis nos élus, là, c'est pas des spécialistes de tout, là. Ils ont une vie avant d'être élus, là. Et ça, ils arrivent avec leur passé, ils arrivent avec leurs valeurs, puis là, ils se présentent au sein pour être représentants d'une circonscription, mais ils ne représentent pas la perception de l'ensemble de leurs milliers, là. Ils sont clairement pas... C'est pas vrai que du jour au lendemain, tu deviens spécialiste des finances, des changements climatiques ou de l'habitation ou autre, là. Donc, il y a toute une...
il y a une importance avec les groupes qui sont localement d'aller former leurs élus sur c'est quoi les enjeux de notre circonscription, puis c'est qu'est-ce qu'on a de besoin. Fait qu'il faut que les gens s'expriment. Fait que moi, c'est ça ma job. C'est ça que je fais. Je trouve ça tout à fait important. Surtout que j'ai cette impression que le monde n'a pas assez conscience de ce privilège-là de hey, je peux aller jaser à mon député, puis c'est quelqu'un dont tu as accès, puis qui a une proximité aussi, parce que je pense que une des limites du fédéral, c'est que c'est hey, c'est si loin, là, hey, aucun moment j'ai accès à ce monde-là, alors que député, c'est à 2 coins de rue ou plus loin, là, tu sais. Absolument. Mais, tu peux le croiser à l'épicerie, là. Tu vas le croiser dans toutes les activités sociales. Il va y avoir une fête de quartier, ton député va venir, c'est sûr. Et là, tu prends ton courage, puis tu vas lui dire, bonjour, je m'appelle, je suis citoyen de votre circonscription, je suis préoccupée par telle chose, qu'est-ce que vous allez faire pour telle chose, vous avez voté contre telle chose, ou je vous encourage à... C'est le temps d'avoir une conversation, là. Tu peux écrire une lettre, puis on les reçoit par la poste aussi, leur bulletin, puis il y a tout le temps un coupon réponse à la fin, là. Puis au fédéral, c'est que tu peux envoyer ton coupon réponse par la poste, ça coûte rien. Tu peux écrire au fédéral tant que tu veux. Ça coûte rien. Au provincial, il faut que tu payes un time, mais pas au fédéral. OK. Tu peux écrire. Tu peux écrire ce que tu penses. Il y a plein de choses que tu peux faire. Les élus sont là pour te représenter. Puis s'ils ne te représentent pas bien, bien, ils savent que la prochaine élection, ça se peut qu'ils perdent ton vote. Puis chaque vote de perdu, bien, eux autres, ça leur fait mal. Puis ça fait mal au parti. Puis il y a aussi, tu sais, pour ta question, pourquoi aller voter? Puis pourquoi voter pour, mettons, un plus petit parti puis qui représente mes valeurs? Bien, ça vaut le coup aussi parce que ça leur donne de l'argent. Chaque vote leur donne de l'argent, puis ça permet d'engager des employés qui vont être des analystes politiques, qui vont les aider à aller plus loin, etc., à creuser des questions, ça leur aide à ton bureau de circonscription aussi. Fait que c'est pas parce que tu votes pour un plus petit parti qui va pas gagner le pouvoir que ça sert à rien. Absolument pas. Puis il faut penser que, tu sais, si on le perdait, ce vote-là, imagine qu'on perd le droit du vote. Ça serait catastrophique, parce que si on appelle ça une dictature. Puis on voit, aux États-Unis, il y a 20 millions d'Américains qui n'ont pas voté. Et ces 20 millions-là ne se sont pas exprimés, mais ils subissent les mêmes conséquences des décisions actuelles. Qu'est-ce qui serait passé s'il avait été voté? Bien, on ne le sait pas, ils ne sont pas allés voter. Voilà. Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Puis, je crois en le vote, puis on dirait que là, c'est ma première élection fédérale, en fait, que je peux voter. Es-tu inscrite à la liste électorale? C'est quoi ça, la liste électorale? Ça, c'est pour recevoir son petit... C'est ça. As-tu reçu ton petit papier? Ouais, écoute, ça, c'est les petites technicalités, là. Je l'ai reçu chez mes parents, mais finalement, moi, j'ai voté avec mon bail. Je suis arrivée avec mon bail. Au vote sur campus. Oui, sur le vote campus. Puis là, j'ai pu changer mon adresse. Puis, en fait, je me suis pas pointée avec ma petite carte, mais bref. Oui, j'ai été votée avec mon bail. Puis c'est ça. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant de justement... c'est ça, je pense que ça vient avec le fait que je suis venue j'ai été te contacter, puis ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve qu'une des plateformes qui le rend beaucoup accessible à notre... notre imaginaire de notre génération, RAD, j'aime vraiment leur analyse. Puis d'ailleurs, ils ont fait un magnifique reportage dans une communauté autochtone. Comme quoi, t'as bien beau avoir des promesses, mais tu les reçois pas toujours. Puis on dirait que ça a comme renforcé un clou de mais tu sais, NPD, il dit oui à tout, mais si jamais il était majoritaire, est-ce qu'il ferait vraiment oui à tout? On dirait là, c'est à ça que ça sert, nos demandes. Tu as dit oui, maintenant, on va te demander de le faire. Fait que c'est ce pouvoir-là de mobilisation citoyenne. Exact, t'as promis. C'est aussi une arme à double tranchant. Quand les partis politiques remplissent notre questionnaire, ils se sont engagés, et moi, j'ai une preuve écrite. Après ça, je l'attends toujours. Et là, on peut utiliser les citoyens, et là, on peut écrire des lettres, on peut aller rencontrer nos députés, on peut faire des manifestations, on peut faire des pétitions, on peut faire des sit-ins, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire. Puis, on a besoin de la pression citoyenne.
l'acceptabilité sociale, la pression citoyenne, ça mène toujours... Tu sais, il y a toujours même si on ne gagne pas toujours. Même si on ne gagne pas toujours. Puis là, on le voit, je vais prendre l'exemple au provincial en ce moment. Là, la tourbière, la tourbière à Blainville qui a été vendue par Bayon, en fait, par le gouvernement de la CAQ, qui est une tourbière, mais on va importer des déchets dangereux américains. Ouais. Et là, on va détruire la tourbière pour la remplir de produits toxiques, etc. Puis ça, même si les citoyens se sont, je vais même dire, rebellés ou presque, il y en a qui font faire de la désobéissance civile et tout ça, bien, le gouvernement n'a quand même pas écouté. Bien, le gouvernement aura à répondre aux citoyens dans 1 an et demi. Après ça, les citoyens vont s'en souvenir? On verra. T'sais. Mais tout ça, puis là, il y a plein de choses comme ça, mais il faut que les citoyens fassent la grève, réagissent à tout ça. Il faut écrire... On a la chance ici à Québec là, que dans 5 km plus loin, on l'a, mettons, le Parlement du Québec. Bien, il y a des trucs qu'on peut faire là. Il faut que les citoyens se mobilisent. Moi, je rêve de faire une haie de déshonneur. Tu vois? Ça prend des gens qui vont venir. Je peux pas être... Oui, je pourrais être toute seule, mais plus on va être une grosse masse, plus ça va faire bouger les choses. Puis, par exemple, les pipelines NRJS, peut-être que tu connais pas le pipeline NRJS, de pétrole issu des sables bitumineux, qui est arrivé dans le portrait québécois en 2013. Et, bon, moi, je travaille en environnement, mais j'apprends ça, le pipeline. Et, en fait, j'étais en environnement et pas, là, j'étais surtout impliquée de manière citoyenne contre ce pipeline-là. C'est après que je suis arrivée chez Équiterre. Mais on a commencé à se mettre ensemble des citoyens pour monter des groupes citoyens. Équiterre a fait le parcours, en fait, du pipeline qui traversait 800 cours d'eau, qui part de l'Alberta puis qui s'en allait au Nouveau-Brunswick pour faire de l'exportation. Équiterre avait fait une tournée de toutes les municipalités qui étaient touchées par le pipeline. Puis nous, ici, à Québec, le pipeline allait plonger en dessous du fleuve d'une aberration énorme, là. Le million de barils de pétrole par jour qui étaient transportés, tout ça pour être exporté. Puis, les citoyens, tu sais, il y avait des possibilités de fuite, évidemment de contamination, etc. Une fois que ton eau est contaminée avec du pétrole, avec de l'huile, il n'y a plus rien à faire. C'est foutu, là. Ça coûte une fortune et on ne sait même pas trop comment dépolluer ça, mais ça aurait été la catastrophe. C'est toute l'eau potable. Et là, on s'est mis... Équiterre avait fait la tournée. Il y a plein de petits comités citoyens qui se sont créés pour se dire « mais ça n'a pas de bon sens ». Puis des comités citoyens, là, c'est 2-3 personnes. Sauf que quand tu te rassembles ensemble, c'est là que tu deviens plus fort. Il y a un gros poids. Et là, quand tout le monde se parle, tu te mets en réseau, etc. Et là, chacun s'est nommé Stop Oléoduc, le nom de sa ville ou de sa région. À un moment donné, il y a eu une campagne qui s'est nommée tous ensemble, qui s'appelait « Coule pas chez nous », qui était complètement menée par des citoyens. Et à cette époque-là, donc moi, j'étais dans ce mouvement-là. On faisait des pancartes, on faisait des manifs, etc., mais de petite envergure. Jusqu'à un moment donné où il y a Gabriel Nadeau-Dubois, qui n'était pas politicien à ce moment-là, qui, lui, avait écrit un livre sur le printemps érable, donc sur tout ce qui était l'augmentation des frais de scolarité, qu'ils ont gagné, hein, puis ça a été l'objet d'un livre. Ça a été l'objet aussi d'un prix du gouvernement pour son livre. Et plutôt que d'accepter le 25 000 $ de son livre, il a fait comme, je vais le donner à une cause. Et lui, il avait été au sables bitumineux, il était assez influent. En fait, il avait vu l'ampleur de c'est quoi les sables bitumineux. Puis il a dit, je vais le donner à une cause. Et là, il est passé à Tout le monde en parle, un dimanche soir, et il a dit, moi, j'invite les citoyens à doubler la mise. Je remets mon 25 000 $ au mouvement qui s'appelle « Coule pas chez nous », de citoyens qui se mobilisent contre un pipeline. Et j'invite la population du Québec à doubler la mise. Donc, ramasser 50 000 $ pour aider les citoyens à se structurer contre le méchant pipeline de l'Alberta. Bien, en l'espace de 24 heures, c'était plus de... Même pas. C'est 100 000 $. On voyait les chiffres, là. 100 000 $, 100 000 $. Ça a augmenté
en direct, comme ça. Et là, évidemment, là, tout ça, ça a été structuré pour mettre ça dans les coffres, etc., pour l'utiliser. Et là, ça l'a vraiment permis de structurer le mouvement. Et on a bâti vraiment un rapport de force. La plus grosse manifestation climatique à Québec, c'était 25 000 personnes qui se sont rassemblées autour du Parlement pour faire un thermomètre géant. Puis c'était clairement en opposition aux pipelines. Mais 25 000 personnes, c'est énorme à Québec. C'était à quelle année? Ça, c'est en 2015. C'est en 2015. Puis 6 mois plus tard, on répétait la même chose au Parlement d'Ottawa. Fait que, tu sais, tout ça, là, il y a eu... Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a fait des manifestations. On a attaqué par la loi. Donc, il n'y avait pas traduit de mémoire. Là, c'était 50 000 pages là, de l'étude environnementale qui n'était pas traduite. Donc, ça, tu peux les attaquer. C'est interdit au Canada. Il faut que ça soit dans les 2 langues. Fait que là, ça ralentit. L'objectif, c'est aussi d'allonger le temps pour étirer la sauce, pour qu'il n'y ait pas d'investisseurs, ils perdent des banquiers, que ça va coûter de plus en plus cher. Tu sais, de démontrer, à un moment donné aussi, plus tu ralentis, plus ça leur coûte cher, plus tu leur mets des bâtons dans les roues. On a été jusqu'à lancer une bière qui était... La bière ne coule pas chez nous, une bière pour nos rivières, parce que ce qu'on voulait protéger, toutes les microbrasseries, il y avait 26 microbrasseries qui ont participé à cette idée-là. C'est comme, nous, on veut protéger notre ressource, c'est l'eau potable. Et s'il y a un pipeline qui coule, j'ai plus de bière. Donc, c'était plus d'eau. Pas d'eau, pas de bière. Pas de bière, pas de fun. Fait que tu vois, tu sais, tantôt, je disais, c'est pas juste d'aller voter, mais c'est tout le monde qui peut faire une différence. Là, on avait mobilisé des microbrasseries sur une bière, sur un enjeu environnemental. Fait que tout le monde peut s'impliquer à sa manière. Fait que, et ce pipeline-là, à force d'attaquer de tous les bords, tous les côtés, bien, à un moment donné, ils ont juste mis la clé sous la porte, puis ils ont dit, on en fait, c'est fini. C'est fini. Puis ça, c'était en 2017, à l'automne 2017. Bon, évidemment, ils se sont recyclés en GNL Québec, mais ils ont fait la même stratégie. On a redéployé à peu près des tactiques assez similaires. Puis on a réussi à gagner. Maintenant, oui, on pensait qu'on avait gagné contre les pipelines. On le sait que dans des revues internationales, sur les projections, en fait, des nouveaux projets pétroliers, le Québec est inscrit comme étant un endroit dans le monde où c'est très difficile de faire passer des nouveaux pipelines. Je pense que les gens qui se sont mobilisés durant toutes ces années-là contre Énergie-Est, contre GNL Québec, sont encore mobilisés, puis sont encore juste Il suffit de réactiver la chose, puis on l'entend là, dans cette campagne-ci électorale fédérale. Moi, j'entends des gens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai collaboré, j'ai fait du bénévolat dans ces années-là, qui sont juste comme, on est prêt. Oui. On dirait que, là, j'ai fait un lien entre quand Nadeau-Dubois a dit quelque chose, à tout le monde en parle, j'ai l'impression qu'il a donné un objectif clair aux Québécois. Il a dit « Hey, moi, je veux donner de l'argent à cette cause-là. C'est une cause qui vous touche tous. Voici l'action concrète que vous pouvez faire. » Oh, oui. Voici l'action concrète que vous pouvez faire. C'est donner de l'argent. Puis donner de l'argent pour une cause que vous savez directement qu'est-ce que ça va faire comme impact. Puis on dirait que la couche d'ozone, c'était quelque chose de concret aussi. C'était « Hey, voici ce qu'on peut faire » parce qu'il y a une conséquence concrète qu'on peut mesurer, qu'on peut voir. Puis c'est une des... je sais pas, nous avait présenté ça, je me souviens, au Cégep, dans une conférence, que c'était une des 3 mobilisations internationales qui avait fonctionné. Parce que c'était quelque chose de concret. Puis c'est ça qui est de sournois avec les changements climatiques, c'est que c'est extrêmement diffus, puis on dirait que c'est pour ça que... On dirait que c'est toujours en arrière-plan. C'est ça. C'est toujours en arrière-plan. Puis en tout cas, les premiers ministres, les candidats, ils disent... tu sais, on a donné une petite section au débat des chefs sur section électorale. On a parlé de pipeline, de protection un peu, puis OK, cool, on parle d'autre chose. Mais c'est comme si c'était... Ah ouais, me semble que ça fait longtemps qu'on en parle, puis me semble on fait notre mieux, mais comme on fait pas les actions ambitieuses, justement, qui est proposées dans votre plan. Puis, alors, on dirait qu'au-delà du vote, qu'est-ce que le citoyen peut faire? Puis, on dirait que dans ce moment-là, quand j'avais pris conscience de c'était quoi Soulève le fleuve, on m'avait parlé de biorégion, qui est, c'est quoi au-delà des frontières, c'est quoi
les ressources, c'est quoi ton territoire autour de toi, celui dont tu as une proximité, celui que tu connais, puis celui que tu veux protéger. Puis on dirait que c'est ça que ça m'apporte de quand tu parles de mobilisation citoyenne. Équiterre, vous avez été cogné aux portes, vous avez dit « Hey, le fleuve qui est en avant de chez vous ou la rivière qui est en avant de chez vous, est-ce que vous l'aimez? Voulez-vous le protéger? Mais il est en danger en ce moment. » Puis j'ai l'impression que en parlant de choses concrètes comme ça l'éveille la mobilisation plus vivante qu'en tout cas parler de GES puis parler de quand on parle du concret. C'est ça. Puis quand on parle d'impact sur le portefeuille, oui, mais c'est des projections, mais comme quand ça touche vraiment le portefeuille, comme on a vu avec les tarifs douaniers, là on a commencé à avoir on réagit. C'est ça. Fait qu'on dirait que quand on parle de mesures fédérales, c'est souvent flou, puis j'ai l'impression que c'est un autre facteur qui contribue à la déconnexion de les changements climatiques, ils en parlent un peu, mais fait que on dirait que le proximité, puis de redonner, le fédéral, comme tu dis, ça peut être à toute échelle, à l'échelle du député, puis ça prend vraiment tout son sens en disant, OK, c'est quoi le territoire que je veux protéger, ou c'est quoi, je sais pas, les causes qui me touchent, mais ça, je peux les faire entendre à mon député qui est proche, puis ça, ça va avoir une portée plus grande. Fait que j'ai l'impression que ça... Il y a peu de gens, du moins de mon entourage, qui ont conscience qu'ils ont ce poids-là auprès de leurs députés. Je trouve ça important. Puis si tu le prends pas, ce poids-là, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. Parce qu'il n'y aura pas un trou qui va rester vide. Là. Si toi, tu t'exprimes pas, il y a quelqu'un qui va s'exprimer à ta place et peut-être pas avec les mêmes convictions que toi. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va s'exprimer. Puis souvent, on se mobilise en opposition à quelque chose. Mais il faut aussi se mobiliser pour quelque chose. Puis ça, il faut le dire à nos élus parce que sinon, il y a juste... C'est ceux qui sont en opposition, les chialeux, là. Puis je peux m'inclure dans les chialeux, là. Et quand on dit non à un pipeline, je suis du côté des chialeux parce qu'on a d'autres choses à proposer. Parce qu'on sait que les changements climatiques, première chose, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est toute l'énergie fossile. Puis il faut réduire, il faut arrêter, il ne faut pas faire de l'expansion. On a déjà là, des projets en plan, il ne faut juste pas faire plus d'expansion. D'où le pourquoi il faut arrêter un pipeline, parce qu'une fois que tu as mis un pipeline, tu vas le remplir puis tu vas l'exporter. Fait que si on bloque le pipeline, on bloque l'expansion. Mais effectivement, pour en revenir à la grande échelle, c'est sûr que ça peut paraître abstrait, les changements climatiques. Puis c'est un peu comme ton REER à retraite. Là. Si au quotidien, tu as de la difficulté à payer ton loyer puis à mettre du pain sur la table, c'est sûr que tu n'investiras pas dans ton REER. Bien, c'est un peu cette abstraction-là qui est faite avec les changements climatiques, sauf que quand l'eau va remonter dans ton sol, là, à cause que l'égout n'a pas été adapté, puis là, ça déborde, bien, c'est toi qui va payer, t'sais. Quand il y a des feux de forêt, c'est tout le monde, c'est collectivement, on respire la même air pollué. Et c'est nos forêts, c'est nos animaux, c'est le bois, le bois pour l'exportation, etc. C'est tout ça qui brûle, qui part en fumée. Mais il faut le prévoir. Puis effectivement, les changements climatiques, c'est global. C'est gigantesque comme cause. Mais autant que la couche d'ozone l'était, ensemble... la solution était peut-être plus facile. C'est, OK, c'est les CFC qui causent ça. On enlève les CFC, puis le problème, c'est réglé. Là, c'est réduire la production de pétrole. Puis, ce qui est difficile, c'est qu'on a basé nos économies sur l'exploitation. L'exploitation de toutes les ressources et de tous les êtres humains aussi. Hein? Le capitalisme fonctionne sur l'exploitation. Jusqu'à il n'y en a plus. Puis, en ce moment, c'est là que c'est difficile parce que ce système-là, c'est ça qu'on connaît. Alors, réfléchir à un système qu'on ne connaît pas, c'est pas tout le monde qui est capable de se projeter là-dedans. On se fait souvent répondre, oui, mais j'ai besoin d'essence pour ma voiture. Comment est-ce que on reviendra pas aux calèches? Effectivement, on reviendra pas aux calèches. Sauf que tu es peut-être capable, par exemple, d'avoir un tramway qui va passer toutes les grandes villes. On s'en va en Europe, on s'en va ailleurs, on s'en va dans le monde. Ils ont tous un système de transport collectif adapté, structurant pour leur ville, sauf Québec. On est la seule ville de plus de 50 000 habitants au monde qui n'a pas de système de transport structurant. C'est une aberration. Là. Puis ça ne devrait même pas être politique. C'est comme les gens ont besoin de se transporter de A à B.
Puis une voiture, ça coûte cher. Puis ça crée des problèmes de congestion. T'sais. Comment est-ce que tu veux enlever des voitures de la route pour réduire la congestion pour ceux qui ne peuvent pas prendre le tramway parce que ça leur convient pas? Bien, tu sais... Pourquoi tu dis que ça devrait pas être politique? Parce que c'est pour le bien-être des gens. T'sais. En fait, nos politiciens devraient être là pour le bien-être des citoyens en premier. Puis c'est eux qui devraient être capables d'anticiper qu'est-ce qui s'en vient. T'sais. Ça prend des visions. Puis là-dessus, il y a des visions qui s'affrontent. Puis c'est là que le vote, surtout cette année-ci, il y a vraiment des positions qui sont opposées. Mais il faut que les citoyens aillent dire, moi, c'est cette vision-là. C'est vers ça que je veux aller. Évidemment, c'est jamais parfait. Là. On n'endosse jamais toute la politique derrière un parti politique, mais il y a des tangentes, et c'est là qu'il faut que les citoyens aillent s'exprimer. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que vous voudriez dire à notre génération qui vote pas trop, qui est à 50%? Soit c'est son premier vote, son deuxième vote, ou... Moi, j'avais vu que c'était en bas de 24 ans, en tout cas, que 50% des gens en bas de 24 ans ne votent pas. Ouais. Si c'est par, je sais pas, déconnexion ou manque d'information, ou par manque d'espoir, ou par... J'imagine, tu sais, c'est trop d'efforts. Ou... Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces gens qui votent pas? Ouais. Laisse pas les autres décider à ta place. Ouais. Tu fais ça dans la vie? Laisser les autres décider à ta place? Pour comment tu vas t'habiller, qu'est-ce que tu vas manger, etc. Bien là, tu es en train... Si tu vas pas voter, tu es en train de laisser les autres décider de ton avenir à toi. Mm-hmm. Et ça, c'est un fait. Clairement, ça, c'est garanti, tu n'es pas entendu. Ouais. Si tu vas voter, tu es entendu. Ça ne veut pas dire que ils vont faire ce que tu demandes. C'est pas comme ça que ça se passe la vie. C'est pas parce que tu demandes quelque chose à ton professeur qu'il va te le donner, mais au moins tu t'es exprimé. Ouais. Fait que c'est là que c'est super important. Va au moins t'exprimer parce que tu influences. Il y a des tangentes là-dessus, puis après ça, il y a toutes des analyses. C'est très complexe, là, le système électoral. Toutes des analyses. Les politiciens sont derrière. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi on a perdu là? Pourquoi on a gagné là? Etc. Qu'est-ce que les gens y veulent? Fait que, moi, je pense c'est vraiment important d'aller voter. Puis si tu ne vas pas voter, tu n'as pas le droit de chialer. Ouais. C'est une longue chaîne humaine. On a besoin de plus de monde possible. OK. Tu venais? Ben, peut-être, oui. Moi, j'ai choqué mes cours en secondaire. J'étais en secondaire quoi, moi? Secondaire... Attends, c'est mardi? Ouais. Ben, il n'y a pas d'école mardi. Comment ça, t'as pas d'école? Journée pédagogique. Un mardi? Ouais. Ah, OK. Ben cool, hein? Gang, vous êtes en congé pédagogique. Vous pouvez venir à la marche du climat le 22 avril. On va faire la plus longue chaîne humaine au monde, si vous y êtes. Fait que, en espérant qu'on puisse faire le party avec vous autres, puis danser au nom de notre jolie terre. T'as-tu ri? Oui. C'est mignon. C'est mignon? Oui. Et danser au nom de notre... Elle est pas juste jolie, hein? Non. Non, elle est quoi? Elle est très douce. Elle est douce, la terre, mais elle peut être aussi très forte et violente. Tu trouves pas? Ouais, elle rit et elle s'en va. Ben, venir danser pour l'amour qu'on a pour la terre, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Venez donc jaser, danser et gigoter avec nous autres. Merci. Bonne nuit pour vrai, là.